Imaginez un médecin à la Havane qui gagne 10 dollars par mois, tandis qu'une seule soirée de compagnie peut rapporter 300 dollars. Une nuit peut donc valoir autant qu'une année entière passée à sauver des vies. Dans les rues, près de 60 000 voitures américaines des années 1950 continuent de circuler, souvent reconstruites avec des moteurs russes et des capots forgés à partir de métal récupéré. Dans ce pays, 5,5 millions de personnes regardent encore des films grâce à des clés USB qui circulent de main en main, parce que l'Internet reste trop faible. Pour obtenir de l'essence, on rejoint parfois une file virtuelle où 14 600 personnes attendent déjà. L'électricité revient à 5 heures du matin, puis disparaît à 7 heures pour le reste de la journée. L'ancien dirigeant du pays a souvent été surnommé l'immortel, après avoir survécu à plus de 600 complots. Cigares piégés, combinaisons de plongée modifiées, opérations secrètes invraisemblables, ces récits sont devenus des légendes de la guerre froide, témoins d'une époque où la rivalité politique semblait sans limite. Voici Cuba. Une vie figée depuis 1959. 75 ans après la Révolution, une question traverse le monde. Assistons-nous aux derniers instants d'un empire à bout de souffle, ou ce pays restera-t-il prisonnier du temps pour toujours? À quelle heure regardez-vous cette vidéo? Car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait bouleverser votre vision de Cuba. Ah, le médecin à 10 dollars. Pour comprendre Cuba en 2026, il faut d'abord comprendre les salaires. À La Havane, un médecin gagne 10 dollars par mois. Un enseignant aussi. Un chauffeur de taxi employé par l'État également. Un chirurgien cardiaque, une institutrice de maternelle, un professeur de physique, tous peuvent être payés presque au même niveau. L'équivalent d'environ 2 cafés dans un établissement new-yorkais. Mais c'est là que la logique cubaine se fracture. Un serveur dans un restaurant touristique, payé en pourboire en dollars, peut gagner 300 dollars par mois. Un bagagiste, dans un hôtel de la Havane, peut gagner davantage encore. Une femme de chambre travaillant dans un hôtel en devises étrangères peut toucher 30 fois le revenu d'un neurochirurgien. Les économistes appellent cela une société à 2 vitesses. Les métiers liés aux touristes, rémunérés en monnaie étrangère, dépassent largement les professions qui ont pourtant bâti la réputation médicale de Cuba. Un dentiste doit cumuler 2 emplois parallèles pour se nourrir. Un pédiatre se rend dans les magasins rationnés en pesos, qui sont presque toujours vides. Cuba compte plus de médecins par habitant que n'importe quel autre pays du monde, 8,4 pour 1000 habitants. C'est plus que le Royaume-Uni et environ le double des États-Unis. Pourtant, ces mêmes médecins partent. Parmi plus d'1 million de Cubains ayant émigré entre 2022 et 2024, beaucoup étaient médecins. 80% des personnes pas parties avaient entre 15 et 59 ans, c'est-à-dire l'âge de travailler. Le pays voit s'échapper son propre capital humain. Dans la vieille Havane, un homme l'a résumé à un journaliste de passage. Il n'achète jamais dans les marchés en dollars, parce qu'il ne le peut pas. Sans l'argent envoyé par sa famille à l'étranger, il ne mange pas. Voilà la vraie économie cubaine. Et ce n'est que la surface. Le paradoxe économique. Cuba révèle l'un des paradoxes sociaux les plus difficiles à saisir. Quand un professionnel de santé local gagne en un mois ce qu'un visiteur peut dépenser en une heure, les liens humains eux-mêmes commencent à changer. Ici, la pression économique redéfinit la manière dont les gens se rencontrent, s'aident, s'aiment ou survivent. Les sociologues parlent de gineterismo. Ce terme désigne une dynamique sociale complexe dans laquelle certaines personnes nouent des relations avec des visiteurs étrangers autour d'un accord implicite. Il peut s'agir de repas partagés, de sorties, de danse, de compagnie, puis d'un soutien financier important, rarement formulé à voix haute afin de préserver la dignité de chacun. Rien n'est officiellement nommé, mais tout le monde comprend la réalité économique qui se cache derrière. Un phénomène parallèle existe aussi chez certains hommes qui cherchent des relations internationales, non pas pour un gain immédiat, mais comme une stratégie de migration. L'objectif devient parfois une union légale, ouvrant la porte à une nouvelle vie en Espagne, en France ou aux États-Unis.
Le résultat se voit dans des statistiques sociales uniques dans les Caraïbes. Cuba connaît aujourd'hui le taux de divorce le plus élevé d'Amérique latine. Durant les 9 premiers mois de 2025 seulement, plus de 21 000 séparations légales ont été enregistrées. Dans de nombreux cas, la cause n'est pas la disparition des sentiments, mais une sortie stratégique. Lorsqu'un conjoint parvient à s'installer à l'étranger, le mariage est souvent dissous peu après, afin de faciliter l'étape suivante. En 2026, dans ce contexte, le mariage n'est plus seulement une promesse romantique, il devient parfois un passage administratif vers une autre existence, presque un passeport sous forme de document. Pour comprendre pourquoi le salaire d'un médecin vaut moins qu'un café à New York, et pourquoi l'amour s'entrelace si profondément avec la migration, il faut revenir en arrière, car ce pays continue de vivre dans les structures établies en 1959. 3. Figé en 1959. Promenez-vous dans une rue de la vieille Havane et vous aurez l'impression que le temps s'est brisé. 60 000 automobiles américaines des années 1950 et 1960 roulent encore sur les routes cubaines. La moitié date des années 1950. Un quart viennent des années 1940. Le reste est encore plus ancien. Des voitures américaines d'avant-guerre, polies, réparées, rafistolées, mais toujours vivantes. Une Chevrolet de 1951, qui devrait dormir dans un musée à Detroit, transporte ici des passagers comme taxi quotidien. Mais le plus étonnant n'est pas que ces voitures existent encore. Le vrai miracle se trouve sous le capot. Privés de pièces américaines pendant 60 ans, les mécaniciens cubains ont appris à reconstruire les moteurs V8 de Detroit avec ce qu'ils trouvaient. Aujourd'hui, lorsque l'on ouvre une Cadillac de 1955 à Cuba, on ne découvre pas toujours un moteur Cadillac. Très souvent, c'est un diesel russe de Lada ou de Volga, récupéré sur un camion soviétique, adapté et fixé au châssis américain d'origine. Certains capots sont coulés dans des ateliers improvisés avec du métal de récupération. Des pièces de freinage viennent de machines à laver. Des secteurs entiers de l'artisanat local existent uniquement pour maintenir ces véhicules en vie. Des voyageurs comparent cette survie mécanique au Liban, où de vieilles voitures allemandes continuent de rouler malgré les sanctions, ou à l'Angola, où les anciennes flottes portugaises circulent encore. Mais nulle part ailleurs sur Terre, autant d'acier américain d'une seule décennie n'est resté figé dans le temps. Et en 2026, même ce miracle ralentit. Avec la nouvelle crise du carburant, beaucoup de ces machines légendaires restent silencieuses pour la première fois en 60 ans. Elles ont survécu à l'embargo. Elles pourraient ne pas survivre aux pompes vides. 4. Le mode de vie capsule temporelle. Les voitures ne sont pas les seules traces d'un monde suspendu. Ouvrez le tiroir d'une cuisine cubaine et vous trouverez souvent un petit livret appelé la libreta. C'est une carte de rationnement mise en place par le gouvernement le 12 mars 1962. Et voici ce qui surprend. Elle existe toujours en 2026. La libreta est aujourd'hui le dernier système universel de rationnement encore en fonctionnement dans le monde. Chaque famille reçoit une petite quantité mensuelle de riz, de haricots, d'huile, de sucre et de pain, à des prix fixés en pesos. Le problème, c'est que le magasin rationné, comme l'a dit un journaliste de la Havane, est presque toujours vide. Les Cubains possèdent le livret, mais le livret ne contient pas la nourriture. Pour se divertir, les Cubains ont inventé quelque chose d'encore plus étonnant. Comme l'Internet à domicile est trop lent et trop coûteux, environ 5,5 millions de Cubains, soit près de la moitié du pays, regardent films, séries, informations et musique grâce à un système appelé El Paquete Semanal, le paquet hebdomadaire. Tous les 7 jours, un réseau souterrain d'environ 45 000 coursiers copie un téraoctet de contenu sur des clés USB et des disques durs, puis les distribue à travers le pays, quartier après quartier. Cuba a créé son propre Netflix hors ligne. En 2026, la carte numérique devient encore plus étrange. Des Cubains rapportent que ChatGPT ne fonctionne pas sur l'île. L'App Store indique que le service n'est pas disponible dans cette région. Mais DeepSeek, le modèle chinois, fonctionne parfaitement. Le vide technologique cubain n'est donc pas vide. La Chine le remplit silencieusement, application après application. Maintenant, imaginez ce que cela signifie.
Si 5,5 millions de personnes doivent faire circuler du contenu à la main parce que l'Internet ne fonctionne pas correctement, que se passe-t-il lorsque l'électricité nécessaire pour charger les appareils disparaît elle aussi? Ce n'est pas une hypothèse. C'est Cuba aujourd'hui. 5 2026, la nouvelle période spéciale. Pour comprendre Cuba en 2026, il faut comprendre 1991. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, Cuba a perdu du jour au lendemain son fournisseur de carburant, de nourriture et de soutien économique. En 4 ans, le pays a perdu 35% de son économie. Le Cubain moyen a perdu environ 20 livres de poids corporel. 40 000 personnes sont devenues aveugles à cause d'une malnutrition sévère, une catastrophe confirmée par The Lancet. Des centaines de milliers de personnes ont fui sur des radeaux. Jusqu'à la moitié n'auraient jamais atteint la côte. Cette année-là, Fidel Castro déclara à son peuple que Cuba était seul, entièrement seul, dans un océan de capitalisme. En 2026, l'histoire semble se répéter. En février, les États-Unis ont commencé à bloquer des pétroliers se dirigeant vers Cuba. Le 16 mars, toute l'île, soit 11 millions d'habitants, a été plongée dans le noir par une panne nationale totale. C'était la 3e grande coupure en 4 mois. Les hôpitaux ont interrompu les opérations. Les déchets se sont accumulés dans les rues. Le 3 avril, Cuba a libéré plus de 2000 prisonniers dans le cadre de discussions diplomatiques actives. Un journaliste de voyage ayant visité tous les pays du monde a récemment déclaré que la Plaza de la Révolution avait désormais, selon ses mots, des airs de Pyongyang. Et une question revient sans cesse. Cuba bénéficie d'environ 300 jours de soleil par an. Alors pourquoi si peu d'énergie solaire? La réponse est dure. Les panneaux solaires doivent être importés. L'embargo les a freinés. Cuba n'avait pas les dollars nécessaires. Mais en 2026, le Vietnam, compagnon d'un autre passé communiste, a donné 4 parcs solaires produisant 80 MW et aide à installer 1 million de panneaux solaires sur les toits cubains. La Chine finance également 30 et une nouvelle ferme solaire. Combien de temps un pays peut-il survivre sans carburant, sans électricité et sans eau? Cuba tient depuis 60 ans. Mais combien de temps encore? Dites-le nous en commentaire. 6. Quand Cuba était plus riche que le Japon. En 1958, Cuba était riche. Le pays ne comptait que 6,5 millions d'habitants. Pourtant, il possédait la 29e économie mondiale. Ses salaires se classaient au 8e rang international. Son PIB par habitant dépassait celui de l'Irlande et de l'Australie. Il était 2 fois supérieur à celui de l'Espagne ou du Japon. Cuba avait plus de médecins par habitant que le Royaume-Uni, et son espérance de vie rivalisait avec celle de l'Europe développée. Pour la télévision, Cuba était première en Amérique latine et 5e au monde pour le nombre de postes par habitant. Elle fut aussi le 2e pays de l'histoire, après les États-Unis, à lancer la diffusion en couleur, avant le Royaume-Uni, la France et le Japon. C'était l'âge d'or cubain. Les Américains appelaient l'île leur terrain de jeu à 700 000. Pendant la Prohibition, le nombre de touristes américains se multiplia. La Havane brillait avec ses hôtels, ses clubs nautiques et ses casinos capables de rivaliser avec Las Vegas. Frank Sinatra y chantait. Hemingway y écrivait. Mais derrière les lumières se cachait la pourriture. Les parrains Meyer Lansky et Lucky Luciano contrôlaient les casinos. Le gouvernement cubain négociait davantage avec eux qu'avec son propre peuple. Les bidonvilles grandissaient à côté des hôtels de luxe. Certaines femmes se tournaient vers l'économie de la compagnie intime. Les casinos s'enrichissaient. Le pays, lui, ne prospérait pas vraiment. Et voici ce que les manuels d'histoire oublient souvent. Entre 1933 et 1952, Cuba eut des présidents élus. 19 années de démocratie fragile. 26 années de prospérité. En 1952, les États-Unis soutinrent un coup d'État militaire qui installa Fulgencio Batista comme dictateur. Pour des Cubains écrasés par la corruption, Castro devint alors l'option restante. Comment la 29e économie mondiale est-elle devenue le pays que nous observons aujourd'hui? La réponse commence avec un homme qui a trompé le plus puissant service de renseignement de la planète. 7. Comment Castro a trompé le monde? En 1959,
Fidel Castro entra à La Havane sur un char, accueilli comme un libérateur. Il dissimula si bien son idéologie que même le Parti communiste cubain ne le soutint qu'à la toute fin. La coalition qui le porta au pouvoir était largement social-démocrate et anticommuniste. À Washington, la CIA l'étudia pendant des mois. Le principal spécialiste de l'Amérique latine au sein de l'agence écrivit, dans un document aujourd'hui déclassifié, que Castro n'était non seulement pas communiste, mais qu'il était même un solide combattant anticommuniste. Ce fut peut-être l'une des plus grandes erreurs d'analyse de la guerre froide. En seulement 9 mois, Castro signa 1500 lois et décrets. Il augmenta les salaires, il réduisit les loyers, il lança une réforme agraire longtemps promise et saisit les vastes propriétés américaines présentes sur l'île. Puis il conclut un accord commercial avec l'Union soviétique. Du pétrole soviétique raffiné dans 3 raffineries américaines situées à Cuba. Esso, Shell et Texaco refusèrent, sous pression de Washington. Castro nationalisa les raffineries la même semaine. Les États-Unis répliquèrent. Le président Kennedy signa l'embargo économique complet le 7 février 1962. Selon Pierre Salinger, son porte-parole, dans un récit publié en 1992 dans Cigar Aficionado, Kennedy lui aurait demandé la veille de trouver 1000 cigares cubains Petit Upman. Salinger revint le lendemain matin avec 1200 cigares. Kennedy sourit, ouvrit son bureau, sortit le décret d'embargo et le signa. 64 ans plus tard, en 2026, cet embargo est toujours en vigueur. Pour comprendre la sévérité du système cubain actuel, en 2024, un YouTuber américain a été retenu 2h30 à l'aéroport simplement parce qu'il transportait un drone. La police a rempli 10 pages de documents avant de le confisquer. La présidence de Castro venait à peine de commencer. 8. Les 638 défis au pouvoir de Castro. Après son arrivée au pouvoir, le dirigeant cubain devint la cible de plus de complots secrets que presque toute autre figure moderne. Les archives évoquent plus de 630 plans conçus sur 5 décennies. Aucun n'aboutit. Il mourut finalement de cause naturelle en 2016 à l'âge de 90 ans. Les méthodes imaginées révèlent le degré de tension géopolitique de l'époque. Certaines stratégies reposaient sur des cigares modifiés. D'autres visaient des équipements de plongée traités avec des agents biologiques destinés à ses récifs préférés. Il exista même des récits évoquant des dispositifs dissimulés au fond de la mer sous forme de coquillages. D'autres plans étaient psychologiques. Produits censés provoquer la perte des cheveux, substances destinées à perturber ses discours radiophoniques. L'un des récits les plus célèbres concerne Marita Lorenz, qui aurait été recrutée pour une mission à haut risque. Selon les récits historiques, elle entra dans sa suite avec des substances dissimulées. Mais le dirigeant l'aurait confrontée directement. Dans un moment de tension extrême, il lui aurait remis sa propre arme, la mettant face à l'intention réelle de sa mission. Finalement, le lien personnel aurait été plus fort que l'ordre politique et le plan fut abandonné. Au-delà de ces événements, Castro était célèbre pour ses discours interminables. Sa plus longue allocution nationale dura plus de 7 heures à la Plaza de la Révolution. Son discours de 1960 aux Nations Unies, long de 4 heures et 29 minutes, reste encore aujourd'hui le record officiel de cette institution. En 1980, l'ouverture soudaine du port de Mariel provoqua un immense mouvement migratoire. 125 000 personnes partirent vers la Floride en seulement 6 mois. À l'époque, des rumeurs affirmèrent que l'exode était composé en grande partie d'anciens détenus. Les données officielles montrèrent plus tard que seulement environ 2% du groupe avaient des antécédents criminels, corrigeant ainsi la nature réelle de cet épisode historique. Ce fut un tournant majeur dans le paysage social du pays. Des décennies plus tard, un schéma semblable réapparut. Entre 2022 et 2024, plus d'1 million de citoyens émigrèrent, beaucoup utilisant des applications numériques modernes pour organiser leur départ. Le cycle générationnel est frappant. Certains fuyaient par la mer en 1959, leurs descendants utilisent la technologie du XXIe siècle pour chercher une autre route en 2024. 9. L'Empire des médecins. Castro a survécu à 638 complots contre lui.
Mais il a aussi créé un pays dont la première exportation est humaine. Les médecins. Les exportations de services médicaux cubains rapportent environ 11 milliards de dollars par an, soit près de 3 fois les revenus du tourisme. Des analystes économiques estiment que les médecins cubains représentent 46% des recettes étrangères du pays. Cuba n'exporte pas de voitures. Elle n'exporte pas de pétrole. Elle exporte des êtres humains en blouse blanche. L'accord le plus spectaculaire fut celui passé avec le Venezuela. Jusqu'à récemment, 21 700 médecins cubains y travaillaient en échange de 100 000 barils de pétrole vénézuélien par jour. Selon certaines estimations, c'était le plus grand trou médical de l'histoire. Cuba échangeait des soins contre du carburant. Et voici le plus étrange. Alors que ses hôpitaux fonctionnent parfois sans électricité, Cuba a développé son propre vaccin contre la COVID-19. Soberana Plus a atteint 92,4% d'efficacité contre la maladie symptomatique et 100% contre les formes graves, selon le British Medical Journal. Cuba est le seul pays en développement à avoir créé un vaccin contre la Covid entièrement national. Puis Cuba l'a exporté au Vietnam, en Iran, au Nicaragua, au Venezuela. L'école de santé publique de Harvard l'a présenté comme un modèle mondial de biotechnologie pour les pays en développement. Mais les chiffres racontent une autre histoire. Cuba compte 8,4 médecins pour 1000 habitants, le ratio le plus élevé au monde. Les États-Unis en comptent 2,6. Et pourtant, les médecins cubains quittent le pays aussi vite que le système tente de les remplacer. En 2007, le gouvernement a discrètement modifié sa méthode de calcul du PIB en valorisant les services sociaux gratuits aux prix mondiaux. Le PIB déclaré bondit de 38% du jour au lendemain. Des économistes internationaux parlèrent alors de comptabilité créative. À Cuba, même la croissance peut être cuisinée. Du plus grand trou de médecins de l'histoire, passons maintenant au plus petit oiseau du monde. 10. Nature et génie. Le plus extraordinaire habitant natif de Cuba n'est pas un médecin. C'est un colibri. Le zunzunchito, ou colibri-abeille, est le plus petit oiseau de la planète. Il pèse 1,6 g, moins qu'une pièce américaine de 10 cents. Il mesure 5 cm. Ses ailes battent entre 80 et 200 fois par seconde. Son cœur peut atteindre 1260 battements par minute, le rythme le plus rapide jamais mesuré chez un vertébré. Il consomme chaque jour l'équivalent de la moitié de son poids. Ses œufs ont la taille d'un pois. Le zunzunchito n'existe nulle part ailleurs sur Terre, seulement à Cuba. Son nom scientifique, Melisuga elenae, rend hommage à l'épouse de l'ingénieur anglais qui décrivit l'espèce à Cuba en 1850. Cuba abrite aussi le crocodile cubain, Crocodilus ombifera. Il n'en resterait qu'environ 3000 à l'état sauvage. Il possède une aptitude étonnante. Il peut bondir verticalement hors de l'eau. Mais le plus profond trésor cubain est humain. En 1971, Cuba lança l'une des campagnes d'alphabétisation les plus ambitieuses de l'histoire moderne. Cette année-là, le taux d'analphabétisme était de 23%. À la fin de 1971, en seulement 12 mois, il était tombé à 3,9%. L'UNESCO l'a officiellement reconnu comme l'une des campagnes éducatives les plus réussies de l'histoire mondiale. 100 000 jeunes Cubains furent envoyés dans des villages ruraux isolés pour apprendre aux habitants à lire, souvent à la lumière d'une lanterne, souvent sans manuel. Aujourd'hui, le taux d'alphabétisation cubain atteint 89,8%. Il se classe parmi les 2 plus élevés du monde, plus haut que les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Un pays sans carburant et avec un Internet défaillant possède pourtant une alphabétisation presque parfaite. 11. Les légendes vivantes de Cuba. Malgré la pauvreté, Cuba a donné naissance à des légendes. Ernest Hemingway vécut 22 ans à Cuba, à Finca Vigia. Il y écrivit Le vieil homme et la mer. Sa statue de bronze s'appuie encore contre le bar de la Floridita. En 1939, le Tropicana Cabaret ouvrit ses portes. À l'époque, c'était le plus grand cabaret en plein air du monde, avec 1750 places. Frank Sinatra y chanta, Nat King Cole aussi. En 1957, Las Vegas ouvrit un hôtel directement nommé d'après l'original havanais. Le Tropicana de Las Vegas est la fille, celui de Cuba est la mère. Puis vint le Cohiba, le cigare personnel de Castro, créé en 1966 uniquement pour lui.
Le monde ne le découvrit qu'en 1992. Aujourd'hui, il occupe dans le luxe une place comparable à celle de Dom Pérignon. Cuba donna aussi Alicia Alonso. Elle faillit perdre la vue à 19 ans après 3 opérations de la rétine. Immobilisée au lit pendant 1 an, elle apprit encore le ballet en faisant bouger ses doigts sur les draps. Elle devint prima ballerina assoluta et fonda le Ballet national de Cuba. Cuba donna Teófilo Stevenson 3 médailles d'or olympiques consécutives en boxe, 1972, 1966, 1980. Les États-Unis lui offrirent 5 millions de dollars pour devenir professionnel et affronter Muhammad Ali. Il répondit « Que vaut 1 million face à l'amour de 8 millions de Cuba ?» Il ne combattit jamais hors de Cuba. Il mourut à La Havane en 2012. Cuba totalise 37 médailles d'or olympiques en boxe, 2e rang derrière les États-Unis. Cuba donna à José Raúl Capablanca, qui apprit les échecs à 4 ans. Il devint champion du monde en 1921. De 1916 à 1924, il ne perdit pas une seule partie de tournoi pendant 8 ans. Une blague cubaine résume le drame. Comment appelle-t-on un orchestre cubain qui revient d'une tournée à l'étranger? Un quatuor. Le pays exporte son talent, mais il le perd aussi. 12. Coutumes et tabous. Ces légendes vivent encore dans les coutumes du quotidien. Commençons par l'un des tabous les plus étranges. Les touristes américains ont légalement l'interdiction de dépenser de l'argent dans toute entreprise appartenant au gouvernement cubain. Pas d'hôtel d'État, pas de restaurant d'État, pas même une boisson vendue par une structure publique. Le 30 juin 2025, le président Trump a signé le Mémorandum présidentiel de sécurité nationale numéro 5, renforçant la liste restreinte concernant Cuba, ainsi qu'une liste séparée des hébergements interdits, entrée en vigueur le 14 juillet. Il y a ensuite le lechon, plat national cubain. Un porc entier est frotté avec de l'ail, de l'orange amère, du sel et du cumin. Il est ensuite suspendu sur un hamac métallique au-dessus d'un feu ouvert. Pendant 4 heures, le cuisinier monte ou descend le hamac pour contrôler la chaleur, sans thermostat ni précision mécanique. À mi-cuisson, le porc est retourné. La peau ressort croustillante comme un biscuit. Il y a le casabe, un pain plat préparé uniquement avec de la farine de manioc. Sa recette précède l'arrivée de Christophe Colomb. Lorsque Colomb débarqua en 1492, les Taïnos offrirent du casabe à son équipage. Aujourd'hui, le casabe de Bayamo est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La recette n'a pas changé depuis 532 ans. Il y a le nengon, une danse ancestrale encore préservée chaque week-end dans la communauté orientale de Yumuri. Ces mouvements imitent le travail des champs. De nombreux chercheurs cubains la considèrent comme l'ancêtre de la salsa moderne. Jusqu'en 2010, les restaurants privés, appelés paladars, étaient illégaux à Cuba. Aujourd'hui, ce sont des cuisines familiales installées dans des maisons ordinaires, où l'on trouve souvent la nourriture la plus respectée du pays. Ces traditions ont survécu à 75 ans de révolution, elles ont survécu à l'embargo, à la période spéciale et à l'exode. Mais survivront-elles à ce qui arrive en 2026? Le carrefour. En 2026, Cuba se tient à un carrefour. 3 futurs semblent possibles. Le premier, un accord. Les États-Unis et Cuba parviennent à une entente. Les sanctions sont allégées en échange de réformes démocratiques. Le deuxième, l'effondrement. Le système cède, comme au Venezuela, lentement ou brutalement. Le troisième, la continuité. Encore 60 ans figés en 1959. Les analystes économiques considèrent souvent cette troisième option comme la plus probable. Comme l'un d'eux l'a récemment résumé, ceux qui dirigent le pays ne lanceront jamais les réformes structurelles nécessaires, car cela signifierait la fin de leur pouvoir personnel et de leurs privilèges. Nous assistons pourtant à un changement diplomatique important. Après la confirmation publique de discussions directes entre le président Miguel Díaz-Canel et Washington, le 13 mars 2026, le paysage diplomatique a évolué rapidement. La libération de plus de 2000 personnes le 3 avril, présentée comme un geste de bonne volonté, marque un tournant critique. Mais la démographie est impitoyable. Cuba est désormais le seul pays de l'hémisphère occidental à connaître simultanément un déclin de sa population, un vieillissement rapide et une émigration massive.
L'âge médian cubain est de 42 ans et demi, plus élevé que celui des États-Unis. Le pays qui avait formé une armée de médecins n'a plus assez d'enfants pour les remplacer. À La Havane, une femme cubaine a dit à un Américain de passage « Américains et Cubains, amis pour toujours ». Les Cubains ne veulent pas vivre coincés dans les années 1950. Ils n'ont simplement pas toujours le choix. 75 ans après une révolution qui promettait le paradis, ce pays lutte encore pour ses droits humains les plus fondamentaux. Et au milieu des ruines du dernier empire communiste des Caraïbes, 10 900 000 Cubains continuent de sourire, de danser la salsa, de réparer leur Chevrolet de 1951 et d'apprendre à lire à leurs enfants. Ce n'est pas une reddition, c'est une résilience que le monde a rarement vue. 60 ans d'embargo n'ont pas brisé Cuba. Mais en 2026, Trump sera-t-il l'homme qui sauvera cette île grâce à un accord historique ou celui qui l'enterrera sous un dernier blocus? Si vous voulez que nous continuions à explorer les nations les plus mystérieuses de la planète, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Cuba est peut-être figé dans le temps, mais son âme, elle, ne s'est jamais arrêtée.